10 septembre dernier, c'est salle comble dans un cinéma Guzzo à Montréal, non pas pour voir un film, mais pour assister à un débat sur les changements climatiques. Titre de l'événement, Réchauffement climatique, fraude ou réel danger? Il est co-organisé par l'influenceur conspirationniste Samuel Grenier et la compagnie de production responsable de la venue récente au Québec du controversé Didier Raoult. Dans ce débat s'opposent d'un côté 4 climato-sceptiques sans expertise réelle sur la science du climat et de l'autre côté Philippe Gachon, professeur d'hydroclimatologie à l'UQAM. Les médias qui couvrent l'événement mettent en relief le choix a priori étonnant de cet expert reconnu d'accepter une telle invitation. Alors, les experts devraient-ils accepter de débattre dans ce genre de contexte? Nous avons réuni 2 universitaires pour en jaser, Philippe Gachon lui-même, qui n'a pas regretté son choix, et Julien Riel-Salvatore, directeur du département d'anthropologie de l'Université de Montréal, plutôt réticent et méfiant face à de telles initiatives. Messieurs Gachon et Riel-Salvatore, bienvenue au Décrypteur. Merci. Bonjour. Débattons sur le débat. N'est-ce pas? Monsieur Gachon, dans un tout premier temps, les semaines ont passé, la poussière est retombée. Ça va mieux? Remis de vos émotions? Oui, ça a été un petit peu difficile d'un point de vue émotif, parce que 5 heures de débat, c'est assez long. Je vous dirais que j'en ressors quand même avec plusieurs leçons apprises. D'abord, j'ai eu énormément de respect de la part du public en général. Beaucoup de gens, il y avait monsieur et madame tout le monde, il y avait les pompiers, des ingénieurs, des profs, des étudiants, vraiment un espèce de mélange. Dans l'assistance. Dans l'assistance. Oui. Avec à peu près 300 personnes dans la salle, puis à peu près 2000 personnes sur Facebook. Certaines personnes sont venues me remercier à la fin, juste de les avoir écoutées. Moi, en fait, je n'ai pas d'opinion sur ce que pensent les gens. Je suis juste là pour présenter les faits. C'est ce que vous vouliez. Donc, revenons à votre objectif initial. Quel était-il? Une fois que vous avez pris conscience du contexte dans lequel vous alliez débattre, pourquoi vous avez persisté? Alors, je vous dirais pour plusieurs raisons. Je travaille sur les changements climatiques extrêmes. J'ai travaillé sur les feux de forêt avec des collègues du Service canadien des forêts cet été, pendant une bonne partie de l'été, avec tout ce qui brûlait. On a d'ailleurs fait un article justement sur l'attribution du changement climatique à ces feux de forêt, notamment au Québec. Je travaille sur les inondations, je travaille sur toutes sortes d'événements extrêmes. Mais avec l'année qu'on vient de vivre, je me disais intérieurement, ma petite voix intérieure, il y a une urgence là. Donc, ça veut dire aussi communiquer cette information-là de façon, encore une fois, basée sur les faits. Et c'est mon rôle. Je suis payé par les fonds publics, je suis professeur, chercheur dans une université. J'ai une partie, en fait, on a 3 fonctions à l'université. Faire de la recherche, encadrer les étudiants et donner des cours, et un service à la collectivité. Et je considère que mon service à la collectivité, je me devais de le faire compte tenu de l'urgence des changements en cours, et notamment cette année, qui ont vraiment dépassé des records dans plusieurs domaines. Quitte à vous rendre, entre guillemets, en territoire hostile pour faire part de vos connaissances, Julien Riel-Salvatore, dans des discussions précédentes, notamment ici à l'émission, vous nous aviez déjà dit, c'est risqué de le faire, de se prêter à ce jeu-là. Vous maintenez cette opinion? Je vais commencer par dire que j'ai une énorme admiration pour mon collègue ici. Je pense que ça dépend un peu du sujet aussi. Il y a des sujets d'actualité qu'on peut, disons, ressentir qui justifient une intervention peut-être plus directe. Ensuite, dans d'autres sujets, comme par exemple la pseudo-archéologie, qui m'intéresse moi, souvent on se fait mitrailler de faits morcelés qui ont été rapiécés comme ça pour construire des histoires, et ça devient énormément difficile de tout déboulonner et d'avoir un débat en bonne et due forme. Et donc, à un moment donné, c'est de doser si on va être en mesure de faire un débat avec un interlocuteur en particulier ou si on décide, comme le fait mon collègue ici, d'aller devant un public qui pourrait être réceptif à des faits, une série de faits un peu plus concrets, un peu plus ancrés dans la science, dans le fond. Donc, ça dépend. Et ça comprend un certain lot de risques quand même, dans certains contextes, là, de se prêter à cet exercice, non? Oui, c'est sûr qu'ensuite, il y a toujours le risque de donner une certaine légitimité aux interlocuteurs. Ça peut être risqué, effectivement. Ça peut être problématique dans le sens que ces interlocuteurs-là en ressortent grandis d'une certaine façon en termes de leur réputation, surtout dans leur petit monde, qui est souvent assez étanche aussi. Ils disent « j'ai débattu avec un scientifique et j'ai gagné ». Et je pense que c'est là que le mot débat devient difficile, c'est parce que, ou délicat à utiliser. C'est parce que si on a un débat sur le fond, c'est une chose. Mais si on a un débat pour la forme, bien là, c'en est une autre. Ça devient une joute oratoire, ça devient une question de qui est plus confortable devant une assistance d'un certain nombre de personnes, etc. Qu'est-ce que vous faites avec l'argument selon lequel, il y a un consensus scientifique?
il n'y a pas de débat à avoir. Échanger avec ces personnes-là, c'est vous mettre sur un même pied d'égalité avec un discours qui n'a pas de fondement scientifique. Qu'en pensez-vous? Mais il faut se mouiller. J'ai mouillé ma chemise, j'ai aussi sali, pas nécessairement mes mains, mais encore une fois, mais je suis satisfait du travail, en fait, de ma présence à ce débat parce que c'est pour les gens que j'étais là. Et pas nécessairement pour les panélistes qui, eux, effectivement, ne voulaient rien savoir de débattre véritablement avec moi et je vous rejoins là-dessus. Oui, et je pense en fait que c'est une question qui est légitime aussi, mais c'est aussi, ça nous revient de dire qui sont nos interlocuteurs dans certains cas. Souvent, nous, on a des romanciers ou des journalistes qui vont développer des scénarios par rapport au passé humain, des choses comme ça. Et ensuite, il appartient à nous de dire que oui, mais d'accord, vous n'avez pas, par exemple, fait de fouilles, vous n'avez jamais publié une étude en parlant d'archéologie. Oui, mais on pourrait faire le même discours pour les changements climatiques. À un moment donné, c'est une chose de créer des diapos qu'on met sur Facebook ou YouTube. C'en est une autre de vraiment comprendre ce qu'on fait et de contribuer, en fait, à la discipline. On l'a vu, ça a été médiatisé. Certains de vos collègues étaient là pour vous appuyer. Certains étaient là, même s'ils étaient en désaccord avec votre démarche. Est-ce que dans le milieu académique au Québec, ça fait jaser ce genre d'initiative? Je dirais que oui. Par contre, il y a aussi beaucoup de personnes qui prennent la position qu'au final, les données vont triompher un peu par elles-mêmes, mais les données ont besoin de paladins un peu pour les défendre, je pense aussi, devant le grand public, parce que les données par elles-mêmes, surtout si elles sont enfermées entre les couvertures d'un journal scientifique, elles ne vont pas parler. Et donc, il faut effectivement se mouiller un peu de temps à autre. Je pense qu'il faut doser, par contre, et bien choisir les événements. C'est probablement nécessaire d'utiliser des médiums que le public utilise, que ce soit des conférences grand public, que ce soit des podcasts comme Joe Rogan ou des choses comme ça. Il faut risquer. Peut-être un jour. Vous verra-t-on dans un... Peut-être un jour. Tout dépend de l'interlocuteur, tout dépend du ton aussi, du débat, comment c'est phrasé. Oui, oui. Et vous, allez-vous répéter l'expérience? Pas tout de suite. Là, je vais prendre un peu de temps. Qu'est-ce qui était le plus difficile? Justement, de contrer les arguments qui n'en sont pas. Ce pas les arguments scientifiques. On parlait tout à l'heure, mon collègue, j'ai justement demandé à la personne qui projetait toutes sortes d'affaires, est-ce que vous avez publié ça? Moi, je serais intéressé à le lire. Bon, elle m'a expliqué de toute façon que c'était tous des lobbies, que j'étais acheté par les compagnies qui, évidemment, livraient le même message. D'ailleurs, j'en ai profité, parce qu'on m'a attaqué à plusieurs reprises là-dessus. Expliquer c'est quoi le rôle d'un scientifique, comment on publie, c'est quoi les critères qu'on utilise, comment on est financé. Moi, je reçois du financement du Fonds de recherche du Québec ou du CLSNG, donc l'organisme fédéral. On doit s'assurer qu'on n'est pas en conflit d'intérêts. Maintenant, dans les publications dans mon domaine en changement climatique, on doit s'assurer qu'on déclare qu'on n'est pas en conflit d'intérêts, on explique c'est quoi notre rôle dans la publication scientifique, c'est quoi le rôle de nos étudiants. Nos données doivent être publiques, réutilisées par quelqu'un. Si jamais ils trouvent des erreurs ou même le code de certains outils qu'on développe doivent être publics parce qu'on est financé par l'argent public. Et le processus de révision par les pairs est extrêmement rigoureux. Je viens de passer d'ailleurs mon week-end à réviser une publication dans la revue Nature, qui est une des plus prestigieuses. C'est du travail extrêmement exigeant. Donc, tout ça pour dire que ce travail exigeant, il nécessite évidemment non seulement de le transférer à nos pairs, à nos étudiants, à la communauté avec laquelle on partage évidemment des connaissances, mais aussi plus généralement au grand public. Et comme je dis, oui, je ne vais peut-être pas y repenser à 2 fois, mais encore une fois, les gens qui étaient dans la salle, c'est pour eux qui étaient là. Et j'ai reçu d'excellents, on va dire, commentaires de gens qui étaient anxieux face au changement climatique, qui m'ont partagé cette anxiété-là. Il y a aussi des processus de protection intrinsèque qui font qu'au bout d'un moment, on finit par avoir une culture du déni. Surtout quand on est évidemment dans des sphères, notamment sur les réseaux sociaux, et on n'a pas accès évidemment non seulement aux médias, aux publications scientifiques, au travail de vulgarisation. Donc, il ne faut pas isoler le monde. Je pense qu'on a tous besoin de se parler. Et en quelque part, il y a peut-être des ponts à rebâtir, une confiance à regagner auprès d'une partie du public quand on est scientifique, quand on est aussi journaliste. Bref, en espérant que ça nous fasse tous collectivement avancer, où qu'on soit sur l'échiquier ou dans les spectres idéologiques de tout genre. Merci beaucoup, encore une fois, pour votre passage à l'émission. Merci beaucoup. Bonne suite, bon débat. Merci.